Alors bonjour, nous sommes mardi le 8 septembre au cours 412 BEY, présentation multimédia et soutien technique. C'est officiellement notre vrai premier cours. J'ai le droit d'enseigner. Vous avez le droit de commencer à apprendre. On va pouvoir faire des exercices, on va pouvoir faire des quiz, on va pouvoir faire un paquet de choses ensemble. J'espère que vous allez aimer ça. On a déjà vu ensemble la structure du cours, les 3 volets, toutes ces choses-là. Donc, je vais déjà commencer immédiatement avec de la matière aujourd'hui. Je vais faire une petite capsule avant de débuter. Les quiz, je vais vous rendre des quiz disponibles d'ici la fin de la semaine. Donc, avant le cours de vendredi, vous allez avoir des quiz auxquels vous allez pouvoir répondre. Les quiz sont une occasion pour vous d'apprendre et de revoir la matière. C'est une façon pour moi de vous la présenter à nouveau. Puis j'essaie d'utiliser les réponses pour vous donner de l'information, vous pointer vers les ressources et ainsi de suite, pour que ce soit le plus interactif possible. Je vous encourage à faire les quiz plus d'une fois. Si ça se passe bien pour vous et que vous avez 100%, vous pouvez le refaire un petit peu plus tard quand même pour pouvoir vous rafraîchir la mémoire. Si ça se passe un petit peu moins bien, vous avez 65, 70, 80%, peu importe, vous pouvez refaire le quiz le nombre de fois que vous voulez. Les quiz comptent pour 1 point et quand vous avez 100%, vous ne pouvez plus perdre votre 100%. Donc, si vous le refaites la veille d'un examen, vous n'allez pas perdre ou reculer à 80 ou 90%. Vous allez garder votre 100% de toute manière. Je vous encourage très fortement et malgré mes recommandations d'année en année, je vois que c'est une recommandation qui passe un petit peu dans le beurre, mais je vous encourage fortement à ne pas faire les quiz 2 fois de suite pour aller plugger, excusez l'expression, mais aller plugger les bonnes réponses parce que je vais vous les donner, les réponses à la fin du quiz. Vous allez avoir le solutionnaire essentiellement. Allez pas le refaire tout de suite pour mettre les bonnes réponses puis ramasser votre point, entre guillemets. Faites le quiz à nouveau 24 ou 48 heures plus tard, puis vous allez voir par vous-même, votre note va augmenter. Puis si vous le faites 2 ou 3 fois, ça prend à peu près 5 minutes ou 10 minutes de faire un quiz. Donc, vous allez voir votre note augmenter, puis ça va vraiment vouloir dire que votre apprentissage est en train de s'installer, puis que les choses sont en route, ça se passe bien. Voilà en ce qui concerne les quiz. Le sondage, si vous n'avez pas répondu au sondage, je vais vous inviter à le faire. Malheureusement, j'ai 2 sondages ou 3 même déjà qui sont restés ouverts. Donc, les personnes ne se sont pas rendues jusqu'à la fin ou n'ont pas enregistré. J'avais mentionné que c'était très important d'attendre d'avoir le message de remerciement, d'avoir répondu aux 2 questions en développement, puis d'avoir le message de remerciement. Étant donné que j'ai mis ma question sur le nom des participants à la toute fin, c'est peut-être un petit vice de conception que je devrais revoir. Bien, je ne sais pas qui. Alors, je vais juste regarder qui j'ai eu, puis par élimination, je vais vous écrire. Si vous vous reconnaissez, puis vous le savez que vous n'avez pas complété le sondage ou bien vous n'êtes pas rendu jusqu'au bout, je vais vous demander de le faire avant vendredi, s'il vous plaît, de façon à ce que je puisse connaître vos attentes et vos contraintes en cours de session. La présentation sur le soutien technique est encore en cours de développement. Je suis en train de faire une refonte complète pour faire une version en ligne du cours, en souhaitant pouvoir tenir le rythme durant toute la session, mais l'idée, c'est que déjà, la présentation sur le soutien technique, j'aurais voulu vous la rendre disponible vendredi ou ce week-end. Elle va être rendue disponible cette semaine à la place, puis les quiz vont suivre. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous allez avoir le contenu, vous allez avoir les quiz, puis si vous avez des questions, on va pouvoir en discuter. La présentation d'aujourd'hui sur le fonctionnement de l'ordinateur va être rendue disponible à la fin du cours ou en soirée quand je vais avoir eu le temps de terminer ou compléter quelques petits trucs. Et finalement, j'ai développé, je vous avais présenté à la dernière présentation, je crois, ou à la première peut-être, je vous avais présenté la médiagraphie que j'utilise avec les livres sur Scholarvox. Puis je vous avais présenté un document Excel que j'utilise en filtrant, en créant des filtres, tout ça avec les catégories, les sujets et ainsi de suite. Puis je vous avais mentionné que j'allais essayer de trouver une façon élégante de vous rendre ce contenu-là disponible. Bien, c'est chose faite. Si vous allez sur le site du cours au 412-bey.pourlebureau.com, vous n'êtes pas obligé d'y aller maintenant si je veux garder votre attention. Mais si vous allez sur le site du cours, où est-ce qu'il y a les notes de cours en ligne, à droite complètement, j'ai publié la médiagraphie et elle est interactive. Donc, vous avez des filtres. Alors, si vous vous intéressez à
au livre sur le soutien technique. Vous pouvez filtrer pour soutien technique ou WordPress ou présentation multimédia. En fait, je l'ai appelé PowerPoint tout simplement pour l'instant. Même chose pour l'écriture pour le web et ainsi de suite. Donc, choisissez la catégorie qui vous convient, puis vous allez avoir les 3, 4, 5 ouvrages qui concernent cette catégorie de sujet-là. Pendant la session, quand je vais référer à ces livres-là, je l'ai mentionné la semaine dernière, je vais essayer de référer à des passages bien précis, à des encadrés, à quelques pages, maximum un chapitre. Si je trouve qu'un chapitre est suffisamment bref et qui tient la route du début à la fin, peut-être que je vous ferai lire un chapitre. Je vais essayer d'éviter de le faire, mais le plus souvent, ça va être des encadrés ou quelques pages, où je vais vous avoir expliqué le contenu, je vais l'avoir résumé dans une présentation, puis je vais tout simplement vous pointer vers les pages que j'ai utilisées pour pouvoir créer ce matériel-là. Alors, je vous encourage à consulter la médiagraphie et les livres en question sont vraiment excellents. Ils sont super bons. Plusieurs sont récents. On parle de 2018, 19, 20. Ceux qui sont plus vieux, je les ai gardés quand même parce qu'ils ont une pertinence au niveau de contenu plutôt intemporel. Fait qu'un vieux livre sur WordPress, une version 3.5 de WordPress qui est très vieille, bien, tout ce qui est intemporel à l'intérieur de ça est encore pertinent aujourd'hui. Je vous encourage à y fouiller de temps en temps quand vous êtes en train d'explorer un sujet de matière qu'on est en train de voir. Puis, perdez-vous un peu dans le livre, laissez-vous intéresser par ce que vous êtes en train de lire, essayez les exemples qu'il vous donne et ainsi de suite. Vous allez peut-être parfois apprendre plus en faisant ça qu'à travers nos cours. Donc, je vous souhaite d'avoir du plaisir à le faire et d'avoir du plaisir à lire ce contenu-là. Sans plus tarder, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va commencer pour que ce soit le plus interactif possible, on va commencer par notre jeu Compter des pâtes. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas leur verre, leur napperon ou leur pâte avec elles en ce moment? Est-ce que tout le monde a pensé d'apporter ses rotini, ses penne ou ses macaronis ou son craft dinner avec elle? Il y a un gros silence. Le gros silence veut dire que tout le monde a son petit setup en avant d'eux, ou le gros silence veut dire que vous ne l'avez pas? Je vais y aller par question. Marie-Élise, est-ce que tu as tes 4 verres et tes pâtes avec toi? Non, laisse-moi 2 minutes, je vais aller chercher ça. OK, on fait ça. On fait ça, OK? On fait ça tout de suite. Allez vous chercher 4 verres transparents. On va prendre 2-3 minutes. Super bonne idée, Marie-Élise. Merci beaucoup. Allez vous chercher 4 verres transparents, un apron, puis une boîte de pâtes. Ça peut être un sac de pois aussi, des pois secs. Pas des pois chiches, c'est trempe, c'est dégueu. Vous pouvez aller vous chercher aussi des billes. Si vous avez un petit frère qui a des billes, bien, prenez ces billes pour l'instant. On a besoin de choses qui sont petites et qui se comptent bien. Alors, je vous donne, mettons, 3-4 minutes. Est-ce que le napperon, c'est juste pour prévenir les dégâts ou c'est pour quelque chose d'autre? Hey, c'est Jennifer? Ouais. Allô, ça va bien? Oui, toi? Oui, on est 11 d'abord. Super, je suis content que tu sois là. Pour le napperon, vous pouvez ne pas avoir de napperon. Il est inutile, le napperon, dans le fond. Et je l'aime parce que il cadre ma tête. C'est notre ordinateur, le napperon. Le napperon va être notre boîtier d'ordinateur. Donc, pour votre information, je vais travailler avec des rotini. Alors, des rotini, c'est une pâte que j'adore parce que la sauce rentre à l'intérieur, mais on n'est pas en train de parler de ça du tout. Hein. Alors, je vais ouvrir ma boîte. Vous pouvez faire pareil. Donc, c'est le temps d'ouvrir votre boîte de macaroni, de Kraft Dinner ou autre. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre une pâte. Donc, ici, j'ai un rotini. Je vais vous demander de le mettre dans votre verre. Alors, moi, je vais le mettre ici dans mon premier verre. Donc, j'ai un rotini dans mon verre que je vais déposer à droite. Alors, comme ça ici. Donc, un rotini. Est-ce qu'il est à droite ou à gauche pour vous, mon verre? À gauche. Il est à gauche, hein? C'est mon verre de droite. Je ne sais pas si je devrais faire le jeu à l'envers pour vous. Je pense que je vais le faire à l'envers. Donc, ça, c'est mon 1. Ça va être juste plus dangereux de me mélanger, mais je veux que ça, ce soit à votre droite. Donc, vous le faites vraiment avec votre verre de droite. Vous y mettez un rotini. Le deuxième verre, à partir de la droite, vous leur mettez 2 macaronis ou rotini ou pois ou autres. Le troisième verre, vous allez lui mettre 4. Donc, j'en ai 4. 1, 2, 3 et 4.
Et puis, le quatrième verre, vous allez lui mettre 8 rotini ou macaroni ou pois, selon ce que vous avez. Donc, moi, j'en ai un ici, 2, 3. J'ai mon quatrième ici, 5, 6, 7, puis j'avais presque pigé la bonne quantité, mais il m'en manque un. Alors, mon huitième ici. Donc, je répète, j'ai un à droite, bien, votre droite à vous. En ce moment, j'utilise ma gauche pour que ce soit à droite sur votre écran. Alors, j'en ai 1, 2 ici, 4 et 8. Si vous avez un napperon, vous gardez vos verres en bas sur votre napperon, un peu comme les miens en ce moment. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que on va apprendre à compter des pâtes avec nos verres comme ça. Donc, pour donner une valeur qui compte à nos verres, on va juste le monter. Donc, quand ils sont sur la ligne de départ comme ça en bas complètement, nos verres valent 0 parce qu'ils sont tous en bas. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le compte pas. Alors, ils valent 0 tout simplement. Alors, étant donné que j'ai 4 verres qui sont en bas, bien, j'ai 4 fois 0, ça donne la valeur de 0. Est-ce que tout le monde est d'accord jusqu'ici? Est-ce que tout le monde a son verre? Ah, c'est 4 verres. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de temps pour finir de mettre leurs 1, 2, 4 et 8 pâtes à l'intérieur? Vous allez avoir comme devoir de vous trouver un frère, une sœur ou un neveu, une nièce, un voisin d'en face ou autre avec qui vous allez faire ce petit jeu-là. L'enfant risque d'avoir encore plus de plaisir que vous allez en avoir. Ce qui est important, c'est de bien comprendre et assimiler ce qu'on va voir ensemble, puis ensuite, vous allez pouvoir le faire avec un enfant, puis en lui expliquant, puis en le revoyant, vous allez le comprendre de manière encore plus solide. Donc, si je voulais faire la valeur 1, puis je veux faire le chiffre 1, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon verre avec une pâte à l'intérieur, puis je le monte en haut. Puis quand je le monte en haut, mon verre est essentiellement activé. Donc, en étant activé, j'ai une valeur de 1. Les 3 autres ont une valeur de 0 parce qu'ils sont restés sur la ligne de départ. Alors, vous pouvez faire la même chose. Et là, je vais être super méchant et je vais nommer quelqu'un. Je ne sais pas si on est capable de... je ne sais pas si ça va changer l'enregistrement, mais enfin, j'espère que ça va bien s'enregistrer. Je vais y aller avec la première personne sur mon tableau. Ici, je vois Sandrine. Donc, Sandrine, ton setup est bien fait. Je vais épingler la vidéo. Est-ce que tout le monde voit bien Sandrine? Tu peux pointer ta caméra vers tes verres. Est-ce qu'on va voir tes verres facilement? Je ne sais pas. Ouais, OK. Ils sont tous sur la ligne 0 en ce moment. Où est ton verre avec une seule pâte? Lui, il y a une seule pâte, il est à droite complètement. Puis celui de gauche complètement, il y en a 8. Est-ce que c'est bien le cas? OK. Oui. Si je te demande de me faire le chiffre 5, qu'est-ce que tu vas faire spontanément? Si je veux que tu me représentes le chiffre 5, tu viens tout de suite, de façon tout à fait naturelle, de monter ton verre numéro 3, en réalité, qui a 4 pâtes à l'intérieur, puis ton verre numéro 1, qui a une pâte à l'intérieur. Donc, 4 plus 1, ça donne 5. Alors, c'est super facile. Tu peux les baisser. On n'en fera pas 1000 comme ça avec seulement 4 verres. Je vais aller chercher une nouvelle victime en la personne de Vicky, tiens. Vicky, est-ce que tu as Ouais. tes verres? Ah, on les voit super bien. Où est ton verre avec une pâte? Ici. OK, parfait. Donc, ils sont tous sur la ligne de départ. Combien valent tes verres en ce moment? 0. Parce qu'ils sont tous en bas. Parfait. Maintenant, si tu voulais me faire un 10, tu ferais quoi? Tu vas monter ton 8 puis tu vas monter ton 2 comme ça. Ouais. Donc, en montant les 2 verres, tu as 10 pâtes qui sont montées en haut. Ouais. Vous aurez compris que chaque fois que je vous fais monter ou descendre un verre, je vous fais allumer ou éteindre un interrupteur. Je vous fais allumer ou éteindre une lumière. Je vous fais passer ou pas passer un courant électrique. OK? Donc, je fais changer un état de 0 à 1. OK? Donc, quand vos verres sont sur la ligne du bas, ça vaut 0. Puis quand on les monte sur la ligne du haut, ça vaut 1 parce qu'il y a un verre avec 8 pâtes dedans. Donc, 1 fois 8, 8, puis 1 fois 2, 2. Alors, ça me donne un total de 10. Je vais juste détacher la vidéo et réattacher la mienne. Donc, si vous montez
tous vos verres en haut, Marie-Élise. Si vous montez tous vos verres en haut, oups, juste sur la bonne, épingler la vidéo. Voilà, Marie-Élise. Tu peux nous pointer tes verres, s'il vous plaît? Ça arrive d'être un peu plus compliqué. Moi, je vais juste le faire. Donc, je prends tous mes verres et je les monte en haut. Donc, en ce moment, tous mes verres ont une valeur de 1, OK, parce qu'ils sont allumés. Donc, ils valent une fois un verre. C'est une fois un verre de 1, une fois un verre de 2, une fois un verre de 4, une fois un verre de 8. Donc, tu viens d'activer une valeur de quel chiffre, Marie-Élise? De 15? Exact. Donc, en ce moment, avec nos 4 verres, OK, on est capable de représenter des chiffres de 0 à 15. OK? Donc, 0, tous mes verres sont en bas. 15, tous mes verres sont en haut. Puis, vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. Je vais vous demander de le faire individuellement. Je ne vais pas mettre mes caméras sur tout le monde. Je vais peut-être aller me chercher une dernière personne qui va compter de... Tiens, je vais y aller avec Eveka. Eveka, est-ce que tes verres sont prêts? Tu nous pointes ta caméra. Puis là, toi, tu as un défi spécial, Eveka. Tu vas compter de 0 à 15. Donc, oups, il va peut-être falloir reculer un petit peu la caméra pour qu'on puisse les voir. On n'a pas assez de recul. Ah, voilà. Parfait. Donc, où est ton 1? Ici. OK, ici. Parfait. Donc là, tu vas compter jusqu'à 15. OK? Donc, on part à 0. Tu vas faire 0. Ils sont tous en bas. Tu fais 1 maintenant. 1, tu montes juste lui. Tu reviens à 0. 2, tu fais quoi? Tu montes seulement lui. Parfait. 3, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes ton 1. Donc, 2 plus 1, ça donne 3. Alors, ces deux-là, c'est 3. Puis après ça, si tu veux faire 4, tu vas baisser ces deux-là. Tu montes ton 4. 5, tu remontes ton 1. 6, baisse le 1, monte le 2. 7, on a 6, on ajoute 1. Vous êtes en train de le faire en même temps qu'Eveka. Donc, vous les faites, vous revenez à 0 si vous avez besoin de le faire. Sinon, on peut juste garder notre valeur où on est rendu. Donc là, on est rendu à 7. Si j'ai besoin de faire 8, je vais tout ramener à 0. Puis je monte juste mon 8. 9, je vais lui ajouter son 1. On rebaisse le 1, on va faire 10. 11. Ça veut dire qu'avec 11, on ramène le 1. 12. On baisse les deux verres, puis on monte le 4. Donc, 8 et 4, 12. Oups, t'as un verre de trop, Eveka. Non, c'était il était correct, ton 4, tu le laisses en haut. Comme ça, ça fait 8 plus 4, 12. 13, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis mêlée, là. 13, tu étais à 12 déjà. Garde tes deux. Comme ça, tu avais déjà 12, tu remontes ton 1. Parfait. Maintenant, tu rebaisses ton 1 pour faire 14. On baisse le 1, on va monter 2. Ça fait 14. Donc, 14, essentiellement, si on fait le contraire de ce qu'on a fait tantôt, avec qui j'ai fait 15 tantôt? C'était-tu avec... c'était pas avec Jennifer? C'est à qui j'ai demandé de faire 15? Tous les verres en haut? Marie-Élise. Moi. Marie-Élise. Donc, oui. Marie-Élise, quand tu as fait tous les verres en haut, tu nous as fait 15. Mais en réalité, si on fait tous les verres en haut 15 moins le 1, ben on revient à 14 tout simplement. Donc, on peut aussi soustraire de cette façon-là. Alors, on va voir tout à l'heure, on va voir le fonctionnement de l'ordinateur, on va voir un petit historique, on va voir le concept du calcul binaire, mais en gros, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est aussi simple que vos verres, puis qu'un enfant du primaire serait capable de faire ce jeu-là avec vous, puis de compter de 0 à 15 avec 4 verres de pâte. Et je vais être franc avec vous, en ce qui concerne les enfants, ça les fait triper très fort de compter avec des pâtes de 0 à 15 avec seulement 4 verres. Donc, félicitations pour votre première expérience. On va y revenir tantôt un petit peu plus tard où je vais vous demander de réexpérimenter avec. Et je suis très sérieux, si vous pouvez idéalement vous trouver un enfant pour le faire, ça va vous permettre de mieux assimiler le concept encore.
vous allez vraiment bien le réaliser. Quand vous allez poser vous-même les questions, vous allez avoir besoin de l'aider pour résoudre ces problèmes parfois. Je vais juste épingler ma vidéo. Voilà. Je vais partager mon écran à nouveau. Donc, jeu compter des pattes, c'est fait. On va voir l'histoire de l'ordinateur, le fonctionnement de l'ordinateur assez rapidement. Ensuite, on va voir les unités de mesure en informatique avec lesquelles vous êtes déjà familière. C'est juste un retour ou un rappel qu'on va faire là-dessus. Notre jeu, on va faire le prochain jeu qui va être compté de 0 à 255. Donc, on vient de faire 0 à 15. On va faire 0 à 255 en binaire. On va le faire avec des vrais chiffres, des vrais 0, des vrais 1. On va faire ensuite les composantes de l'ordinateur et puis un petit jeu acheter un ordinateur si le temps nous le permet. Donc, sans plus tarder, histoire de l'ordinateur. Donc, je vais reculer loin en arrière. Puis la seule raison pour laquelle je vais reculer loin en arrière comme ça, c'est de comprendre les grands concepts. Puis là, vous finissez votre 3e année de bureautique. Ça fait 3 ans que vous utilisez des applications. Vous allez faire cette année du soutien technique. Il y a différentes composantes dans un ordinateur. On veut les comprendre, puis on veut comprendre qu'est-ce qui sert à quoi, puis de quelle manière. Alors, on va faire un espèce de voyage dans le temps très rapide, sans rentrer trop dans le détail, mais qui devrait vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne votre ordinateur, puis comment il fait pour traiter de l'information, puis nous présenter de la vidéo, ou traiter des chiffres avec Excel, ou vous permettre de mettre de faire un tri, par exemple, sur une liste dans Word. Donc, pourquoi l'ordinateur est capable de trier? Il y a des raisons très précises pour ça, puis on va voir un petit peu pourquoi cette semaine et la semaine prochaine. Donc, la première chose, si on recule loin en arrière, la première idée de machine programmable, pour compter, premièrement, là, si on reculait même avant Jésus-Christ, il y a depuis longtemps le concept des abacs avec lesquels vous avez certainement travaillé depuis le primaire. On compte avec des billes, puis on s'aide, ça devient une espèce d'aide-mémoire. Dans les années 1800, donc en 1801, Jean-Marie Jacquard a créé, Joseph-Marie Jacquard, pardon, c'est pas Jean-Marie, c'est Joseph-Marie Jacquard a créé un métier à tisser qui était programmable. C'était la première fois que des moquettes pouvaient sortir d'un métier à tisser avec des cartes à trous. À droite, ici, vous voyez des espèces de cartes trouées. Ça disait quel fil passer, de quelle couleur, pendant combien de temps, 2 points, 3 points, 4 points, et ainsi de suite. Ce qui fait en sorte qu'avec une seule carte trouée comme ça, il était capable de faire un motif et de le répéter, d'en faire 100 unités, puis que les 100 tapis sortent exactement de la même façon ou les 100 tissus sortent exactement de la même façon. Donc, l'idée de carte de trous pour la présence ou l'absence d'une chose, la répétition d'un motif, puis la répétition d'un modèle à plusieurs exemplaires est vraiment né là, au 19e siècle avec la machine de Jacquard ou le métier à tisser de Jacquard. Quelques années plus tard, Charles Babbage, qui est un Anglais, c'est un mathématicien qui a eu un très, très, très grand apport sur l'informatique moderne. Il a inventé des machines à calculer. Pascal avait déjà inventé des calculatrices mécaniques qui permettaient de faire des additions puis des soustractions. On ne pouvait pas multiplier ni diviser, mais on pouvait le faire en répétant des additions ou en répétant des soustractions. Ça permettait de diviser ou de multiplier. Puis Charles Babbage, lui, a essayé d'aller un peu plus loin, puis d'inventer des machines qui étaient plus précises, dont une qui s'appelait la machine analytique, qui, pour votre information, au 19e siècle, contenait essentiellement la réflexion ou le modèle de base du fonctionnement d'un ordinateur. OK? Il y a une dame juste pour votre information, puis je trouve ça super important de le mentionner, il y a une dame très importante dans l'histoire de l'informatique qui s'appelle Ada Lovelace, qui est reconnue comme étant la première programmeuse de l'histoire. C'est Ada Lovelace qui a créé le premier programme pour pouvoir faire des calculs avec les machines de Babbage. Donc, elle a inventé l'algorithmique, donc l'idée de répéter des opérations, de faire des boucles, des trucs comme ça. Donc, elle a inventé la programmation au 19e siècle. On le doit à une femme, si vous ne le saviez pas. Je vous en informe. Les premiers supercalculateurs, donc dans les années 40, il y a des calculateurs qui ont été inventés basés sur les travaux de Babbage, entre autres, et d'autres travaux qui ont précédé. Mais l'idée, c'est que ces grosses machines-là prenaient l'espace d'une bâtisse, okay, ou d'un bâtiment complet, mais on pouvait les programmer pour faire des calculs relativement simples, mais très, très, très rapidement. Mais quand je dis relativement simple, c'était quand même complexe. Ils pouvaient faire des calculs de balistique, donc essentiellement
les trajectoires de missiles ou de bombes, savoir comment, à quel endroit, comment pointer, où, quelle distance, et ainsi de suite. C'était des calculs qui prenaient des jours à réaliser à un humain et qui pouvaient se réaliser en 3 secondes environ si la machine était bien programmée. Évidemment, ça prenait des jours pour la programmer, la machine, sauf que l'avantage, c'était qu'on pouvait par la suite répéter ou changer les données, puis là, ça allait faire le même calcul à répétition, et là, on gagnait énormément de temps parce qu'ils pouvaient le faire en 3 secondes seulement. Ces machines-là, si vous regardez comme il faut, en arrière ici du monsieur, le mur est rempli de petits points, OK? Puis les points que vous voyez, ce sont des lampes. Les images ont des liens. Quand vous allez voir la présentation, les images ont des liens qui mènent vers les articles Wikipédia de chacun des machines. Donc, essentiellement, les petits points que vous voyez derrière, ce sont des lampes, donc des tubes à vide, donc des lampes électroniques comme ça. Et la propriété d'une lampe comme celle-ci, imaginez-la exactement comme une ampoule que vous aurez dans votre salon. Elle a un interrupteur, puis on peut l'allumer ou l'éteindre. Elle a donc 2 états possibles. Elle est soit allumée ou elle est éteinte. Elle ne peut pas avoir d'autres états. On fait abstraction ici des gradateurs qui viennent tricher puis qui laissent juste passer une certaine quantité d'électricité. C'est juste votre lampe qui est allumée ou éteinte avec un interrupteur dont on parle. Puis ce qu'on peut faire avec ça, avec des lampes comme celle-ci, allumées ou éteintes, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire avec nos verres. Nos verres étaient des lampes, puis chaque lampe, quand on la montait, chaque verre, quand on le montait, était une lampe qu'on allumait, puis quand on le rebaissait, c'était une lampe qu'on éteignait. Puis chaque lampe peut avoir une valeur. Si on décide que la lampe à droite complètement a une valeur de 1, puis la deuxième a une valeur de 2, la troisième a une valeur de 4, puis la quatrième a une valeur de 8, bien, chaque lampe a une valeur, puis en ayant ça, puis en changeant la configuration de nos lampes, on est capable de représenter des nombres, puis éventuellement, on est aussi capable d'effectuer des calculs, de faire de la logique et ainsi de suite. Très rapidement, puis là, on ne se laissera pas impressionner par les grands noms et ces choses-là. La seule chose que je veux que vous reconnaissiez ici, en 1945, il y a un homme qui a créé le mode de fonctionnement des ordinateurs d'aujourd'hui. Comment ça fonctionne, notre ordinateur aujourd'hui? On a des mécanismes d'entrée, essentiellement, notre clavier, notre souris, avec lesquels on va rentrer des lettres, des chiffres, avec lesquels on va pointer, on va cliquer, on va faire toutes sortes de choses. Ça, c'est des entrées qu'on entre à l'intérieur de l'ordinateur. Puis, il va y avoir une sortie. Puis, ce qui se passe à l'intérieur va être traité par les 3 éléments suivants. On a notre unité qui va faire tout le calcul. Donc, ce que vous faisiez tantôt, chaque fois que vous décidiez quoi monter puis quoi descendre, c'était vous qui faisiez le calcul. Donc, vous étiez en quelque sorte l'unité arithmétique ici. Donc, vous faisiez le calcul. L'unité de contrôle, c'est la séquence, en gros, dans quel ordre je dois faire les choses. Puis, la mémoire, c'est de dire, bien, j'ai fait ce calcul-là, mets-le en mémoire, puis attends un petit peu. Je vais revenir le chercher plus tard. J'ai refait ce calcul-là, mets-le en mémoire, attends un petit peu, je vais revenir le chercher plus tard. Donc, la mémoire ici, vous pouvez l'imaginer comme une grande feuille Excel dans laquelle il y a plein de petites cases. Puis, dans chaque case, vous allez mettre juste une valeur à chaque fois. Une valeur. Puis, chaque case a une adresse. Donc, je peux toujours retourner chercher ma valeur dans une adresse. Donc, votre fichier Excel, c'est un super bon exemple de mémoire dans un ordinateur. Et c'est juste ça, un ordinateur, c'est entrée, traitement, sortie, puis on met en mémoire temporairement. Quand on va voir un petit peu plus loin nos composantes, ça va être exactement ces composantes-là qu'on va voir, puis ça va être aussi ça qu'on va acheter, puis ça va être avec ça qu'on va traiter nos données. Donc, on va être en train de discuter chaque fois soit de notre unité de traitement ici, ou de notre mémoire, ou bien de nos entrées, nos sorties, et ainsi de suite. En 1948, il y a une chose, il y a une invention qui a révolutionné le monde, c'est que notre lampe ici, elle est très sujette à chauffer et sujette aussi à brûler. Parce que les petits filaments qui sont à l'intérieur, s'ils chauffent beaucoup, éventuellement, ils brûlent. Mais si la lampe brûle, ça veut dire qu'elle ne peut plus faire de 1. Elle est tout le temps une valeur de 0, elle est toujours éteinte. Alors, il faut constamment changer les lampes. Vous pouvez imaginer dans un ordinateur comme l'ENIAC qui avait 19 000 lampes, que c'était un travail à temps plein de juste s'assurer que toutes les lampes fonctionnaient. Puis, dès qu'il y en avait une qui brûlait, ça venait comme un petit peu compromettre la capacité de la machine à faire des calculs qui étaient valables. Donc, en 1948, il y a un transistor qui a été inventé. C'est une petite composante électronique qui est toute petite, qui ne chauffe pas, qui a 3 petites pattes pour pouvoir les souder. Puis essentiellement, cette toute petite composante-là qui fait à peine plus d'1 centimètre remplaçait une super grosse lampe. Donc, ça a permis de miniaturiser l'ordinateur. 10 ans plus tard, on a été capable de faire en sorte que les transistors que je viens de vous montrer là, donc le petit transistor qui est ici et qui est physique puis qu'on pourrait souder avec nos doigts,
10 ans plus tard, il y a quelqu'un qui a été capable de les installer directement sur un circuit intégré. Donc là, on ne les voit plus, puis c'est plus des transistors qu'on va souder. Sur un seul circuit, ici, il y a des milliers de transistors. Et avec les 3 petites branches, j'ai accès à tous ces transistors-là, puis je vais pouvoir les activer ou les désactiver. C'est la base des cartes électroniques qu'on a aujourd'hui, des circuits intégrés qu'on a aujourd'hui dans tous les appareils électroniques. Une télévision, une calculatrice, un téléphone et ainsi de suite. Si vous ouvrez un appareil électronique, vous allez voir un paquet de choses comme ça. C'est des circuits intégrés qui sont à l'intérieur, qui ont été inventés essentiellement en 1958. En 71, c'est la naissance du microprocesseur. Puis le microprocesseur, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est essentiellement un circuit imprimé, donc comme celui-ci ou une de ces composantes-là. Mais ce qui est particulier pour le microprocesseur, c'est qu'il y a toutes les composantes que je vous ai montrées tantôt dans le modèle de notre fameux modèle de von Neumann. Là, c'était juste l'idée de dire qu'on peut entrer des informations, puis dans le microprocesseur, il y a une partie qui va calculer, il y a une partie qui va mettre en mémoire, il y a une partie qui va garder la séquence. Donc, notre microprocesseur, quand on dit que le microprocesseur, c'est le cerveau de notre ordinateur, c'est parce qu'il est capable de faire ces 4 fonctions-là. Il est capable de recevoir des entrées, il est capable de sortir de l'information, puis il est capable aussi de la mettre en mémoire, cette information-là, puis de garder une séquence des opérations qu'il doit faire. Alors, vous avez la séquence ici, l'évolution des microprocesseurs de 1971 à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été très, très, très rapidement. Ça doublait de puissance à peu près tous les 2 ans. Et puis, aujourd'hui, bien, on est rendu avec des microprocesseurs qui ont des milliards de transistors qui sont imprimés dessus lors de leur fabrication et qui vont pouvoir être activés ou désactivés très rapidement par les programmes informatiques qu'on va créer. Les premiers ordinateurs personnels, rapido, en 1976, un ordinateur, si vous en achetiez un, c'était juste la carte verte que vous voyez ici. Ça ne comprenait pas tout le reste. Fait que vous achetiez la carte verte, puis il fallait, à partir du manuel d'instruction, savoir comment construire l'ordinateur ou comment installer les périphériques pour être capable, justement, d'avoir de l'entrée avec le clavier, d'avoir de l'entrée ou de la sortie avec les cassettes ici, les espèces de petites cassettes magnétiques, comme vos parents ont peut-être pour la musique ou ont déjà eu pour la musique. Puis un moniteur pour pouvoir voir nos lettres. Donc, ça, c'est un périphérique de sortie. Donc, ici, on a un ordinateur qui est complet, mais qu'il fallait assembler en 1976. Un an plus tard, donc, Apple a lancé un ordinateur en disant, OK, les gens ne veulent pas construire leur ordinateur, ils veulent le déballer, le brancher dans le mur, puis l'allumer, puis que tout fonctionne. Donc, ce que vous achetiez quand vous achetiez un ordinateur en 1976, c'était le boîtier qui est en dessous ici. Le moniteur était à part, on pouvait le brancher sur une télévision à la place ou un moniteur qu'on achetait à part. Puis les disques lecteurs de disquettes qui sont ici étaient à part eux aussi, c'était pas inclus avec votre ordinateur. À la même époque, donc, on a en 1981, il y a IBM qui était maître du marché des ordinateurs en entreprise à l'époque. En 1976, il ne croyait pas du tout à l'ordinateur personnel. Il se disait, qu'est-ce que quelqu'un pourrait vouloir faire avec un ordinateur personnel? Il n'y a pas de raison d'avoir un ordinateur personnel. Un ordinateur, c'est gros, ça va dans une pièce, puis c'est partagé par des dizaines d'utilisateurs. Alors que Apple, ce que eux ont inventé vraiment, c'est de dire non, il va y avoir un ordinateur sur le bureau de tout le monde et à la maison. Puis c'est avec ce petit ordinateur-là que les gens vont pouvoir traiter des textes, gérer des données et ainsi de suite. Donc, IBM, en 1981, s'est comme réveillé en réalisant la grosseur du marché et a introduit le IBM PC, qui est l'ancêtre de l'ordinateur que vous utilisez aujourd'hui. Tous les ordinateurs Windows que vous utilisez aujourd'hui, votre laptop ou votre ordinateur portable d'aujourd'hui, son grand-père, essentiellement, c'est l'IBM PC qui a été lancé au mois d'août 1981. La même époque, un an plus tard, il y a le Commodore 64 qui a été lancé. Lui, je vous en parle juste parce que le printemps dernier, vous l'avez peut-être vu derrière mon épaule de droite, j'avais ma boîte de Commodore 64. Et c'est l'ordinateur à ce jour qui a été vendu au plus grand nombre d'unités dans le monde. Donc, le modèle d'ordinateur qui a été vendu en plus grande quantité, on parle d'environ 18 à 25 millions de Commodore 64 qui ont été vendus. Tous les autres ont été vendus, évidemment, à travers différents modèles qui ont continué d'évoluer, mais ce modèle-là, spécifiquement, a été vendu pendant près de 15 ans, puis il s'en est vendu 18 à 25 millions. C'est un ordinateur avec lequel on pouvait jouer. C'était surtout un jeu, mais on pouvait aussi travailler, faire des feuilles de calcul, faire du traitement de texte et ainsi de suite. Sa mémoire vive,
Comme le nom l'indique, Commodore 64, il y avait une mémoire vive de 64K. On va se parler un petit peu de ce que ça veut dire un petit peu plus tard, mais en gros, ça veut dire que vous pouviez faire 64 000 caractères, ou il pouvait avoir 64 000 caractères en mémoire, y compris son système d'exploitation pour pouvoir rouler les programmes. Donc, ça veut dire que vous n'aviez vraiment pas beaucoup d'espace pour pouvoir rentrer des données à l'intérieur. En 84, c'est l'ordinateur, c'est le dernier qu'on voit ensemble, c'est le lancement du Macintosh. C'est le premier ordinateur commercial, il y en a eu d'autres avant lui, mais c'est le premier ordinateur commercial à avoir une interface graphique. Ou je devrais dire que c'est le premier succès commercial parce que même chez Apple, il y a eu d'autres ordinateurs avec interface graphique avant, mais bref, c'est le premier qui a vraiment bien fonctionné puis qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Et c'est l'ordinateur qui a donné naissance à l'informatique qu'on connaît aujourd'hui, avec des fenêtres, avec une souris, avec une poubelle, avec un bureau et ainsi de suite. Donc, tout le côté interface utilisateur qu'on utilise aujourd'hui puis qu'on explique aux autres étudiants en gestion de commerce ou en sciences ou dans les autres domaines, ça se trouve avoir été inventé en 84 et les années précédentes. Puis, le premier ordinateur qui a fait ça ou qui a commercialisé ces idées-là, c'était le Macintosh. Les unités de mesure maintenant. Donc, la première unité de mesure qu'on a dans un ordinateur, c'est le bit. Le bit, vous avez joué avec tantôt. Chaque verre que vous aviez était un bit. Il faut faire attention, c'est pas la pâte qui était un bit, c'est vraiment le verre. OK? Donc, vous aviez 4 verres devant vous, ou vous les avez encore, puis quand vous montez ou vous descendez un verre, c'est un bit que vous mettez à une valeur de 0 ou de 1, actif ou pas actif. OK? Et chaque bit peut avoir une valeur différente. Donc, en gros, si on regarde l'octet, donc quand on parle d'octet, on parle de 8 bits ensemble, ben c'est notre jeu. Ici, à droite, on a notre jeu. Le jeu qu'on a fait ensemble, c'est les chiffres 8, 4, 2 et 1. Puis en réalité, si on veut faire un octet, on rajouterait 4 autres verres à droite, donc un verre avec 16 pattes, un verre avec 32 pattes, un verre avec 64 pattes, puis un verre avec 128 pattes. Ce que ça va faire, c'est que chaque fois que je mets une valeur à 1, si je la multiplie par sa valeur ou la valeur de sa position, bien, je vais avoir une valeur en particulier. Donc, en ce moment, j'ai quelle valeur à l'écran si je demandais à Chloé, par exemple, quelle est la valeur que j'ai à l'écran en ce moment? J'ai mal compris. La question que je pose en ce moment, c'est mes 8 bits avec mes 0 puis mes 1. En ce moment, mes 1, ce sont mes verres de pâte que j'ai montés. Donc, j'ai monté un verre de pâte avec 64. J'ai monté un verre de pâte avec 8, puis j'ai monté un verre de pâte avec 1. Les 0, j'en tiens pas compte, c'est des verres qui sont restés en bas. Fait que la question que je te posais, c'était quelle valeur ou quel chiffre je viens de monter en haut en mettant, ou je viens d'activer en activant ces 3 1-là. Ça vaut combien? 73. Exact. Donc, 64 plus 8, 72 plus 1, 73. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment la valeur 73 en réalité qui est représentée. Donc, c'est toujours un bit, seulement un 0 ou un 1, puis c'est seulement sa position qui détermine combien il vaut. Le bit à droite complètement ici, il vaut 128. Si je mets un 1 vis-à-vis d'ici, puis je mets toutes des zéros, bien, ce 1-là vaut 128. Puis pour faire 129, je vais faire le 1 ici avec un 1 à droite, puis ça va me faire 129. OK. La plus grande valeur possible avec un octet, si j'additionne tout au complet, 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, la plus grande valeur que je peux représenter avec un octet, c'est 255. Marc, pourquoi tu nous parles de calcul binaire? On est en train d'apprendre à se servir de Word, d'Excel. Notre ordinateur fait tout ça pour nous, puis on n'a pas besoin de comprendre comment marchent les octets dans un ordinateur. C'est vrai, puis vous n'aurez pas besoin de faire de calcul binaire à l'avenir. On va en faire un petit peu aujourd'hui juste pour bien le découvrir puis bien le comprendre. Mais l'idée, c'est qu'avec un seul octet, OK, vous êtes capable, ou un byte en anglais, B-Y-T-E, donc à ne pas confondre avec bit qui est un seul vers, OK? Puis un byte, c'est mes 8 vers. Un byte, c'est un octet. Donc, mon octet peut représenter 256 valeurs, soit 0 à 255. OK? Quand je mets tout à 1 ici, je vais avoir 128 plus 64 plus 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ça va donner 255. Puis si je mets tout à 0, bien, ça vaut 0. Et je peux faire toutes les valeurs possibles entre 0 et 255 en bougeant ça.
Chaque fois que vous jouez dans un ordinateur avec des paramètres puis que vous voyez des valeurs de 0 à 255, dans notre cas à nous, on va s'en parler quand on va faire du multimédia, quand on va faire du web, puis quand on va travailler dans PowerPoint, vous allez voir que nos couleurs varient en rouge, vert et bleu de 0 à 255. Pourquoi? Parce que j'ai un octet pour mon rouge, un octet pour mon vert, puis un octet pour mon bleu. Donc, j'ai 255 ou 256 valeurs possibles en rouge, en vert et en bleu. Si je les multiplie ensemble, je vais avoir le nombre de couleurs que je peux représenter sur mon ordinateur. On va y revenir plus tard. Le nombre de valeurs possibles avec un octet, ça, c'est un point de confusion assez fréquent, c'est 256 parce qu'on oublie le zéro. Okay? On pense souvent que la valeur maximale, c'est 255, donc je peux représenter 255 valeurs, mais en réalité, j'ai mon zéro, donc j'ai 256 valeurs que je peux représenter avec un seul octet. Les kilo-octets, méga-octets, giga-octets et téra-octets, je vous ai mis une petite table ici. Puis, en gros, bien, c'est toujours des facteurs de 1000. Donc, un kilo-octet, c'est 1000 octets. Un mégaoctet, c'est 1000 kilo-octets. Un gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Téraoctet, 1000 gigas. Pétaoctet, hexaoctet, zeta puis iota. Je ne pense pas qu'on se rende là bientôt, mais dans les prochaines années, certainement, parce que si on recule d'environ une dizaine d'années, on parlait seulement de mégaoctets et de gigaoctets. Les téraoctets est encore presque de la science-fiction où ça commençait. Aujourd'hui, les téraoctets sont rendus assez standards pour les disques durs. Puis, on se dirige tranquillement pas vite vers le pétaoctet, puis éventuellement l'hexaoctet. Donc, ici, c'est toujours ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut retenir que c'est des facteurs de 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000, fois 1000. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Dans notre cas, on arrête au téraoctet puis au pétaoctet qui est comme la future génération. Le téraoctet, c'est le disque dur qu'on peut acheter aujourd'hui de 1, 2, 3, 5 téraoctets. Et puis, les gigaoctets, c'est ce qu'on va utiliser dans notre mémoire vive. On va y revenir un petit peu plus tard. Les mégaoctets, c'est rendu relativement petit. Un fichier qui fait 1, 2, 3 MB, vous voyez ça super souvent. Puis quand vous prenez une photo avec un appareil, bien souvent les photos vont prendre plusieurs MB, 20-25 MB de poids de disque, c'est pas rare. Ou bien 5-6 MB, c'est pas rare non plus, dépendant de la compression qui est appliquée sur votre image. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport aux tailles? Ça se passe bien? On va faire un petit jeu. Je vais vous demander de sortir un papier et un crayon, s'il vous plaît. Si vous n'en avez pas déjà, sortez-vous un papier et un crayon. On va compter de 0 à 255 en binaire. Donc, je vais vous faire calculer en réalité 5 valeurs. On va se donner 5 minutes environ. Je vais vous faire calculer 5 valeurs. Puis, l'objectif, c'est de un peu démystifier tout ça puis de le simplifier, de se rendre compte que, tiens, ça me paraît soudainement un peu moins compliqué que ça l'était au début. Donc, est-ce que tout le monde a un papier et un crayon? Oui. J'aime beaucoup en passant, juste comme ça, je vais reculer. En bas ici, ma petite mention activer Windows, activer aux paramètres pour activer Windows. Tantôt, je me préparais à redémarrer mon ordinateur pour pouvoir le faire disparaître, puis je me suis dit, c'est peut-être une mauvaise idée. Si je redémarre mon ordinateur, il va peut-être falloir que j'aille au cégep pour pouvoir réactiver Windows. Donc, José, question quiz pour nos TI. Est-ce que nos licences, est-ce qu'on peut redémarrer nos ordinateurs ou non? Ou c'est peut-être une question que je pourrais poser sur notre ligne d'aide. Est-ce que je peux redémarrer mon ordinateur sans que je sois barré ou si je vais juste avoir ce petit message-là en permanence sur mes écrans dorénavant? Je ne sais pas si le message va rester là, mais je sais qu'il faut que tu te rendes au collège avec ton ordinateur pour la mise à jour. Tu peux pas pour le faire à l'activer, distance. effectivement. Oui, c'est ce que je pensais. Donc, tout le monde a un papier et un crayon. Est-ce que quelqu'un n'est pas prêt avec un papier et un crayon? On est prêt? Donc, voici le premier travail consiste à calculer la valeur de l'octet suivant. Donc, je vous rappelle que le chiffre que vous voyez en noir, c'est la valeur de l'octet s'il est à 1. Puis s'il est à 0, vous ne le comptez pas. Donc, tous ceux qui sont à 1, vous comptez la valeur qui est en dessous. Puis quand il y a plus qu'un 1, vous additionnez les valeurs qui sont en dessous des 1. Donc, écrivez sur votre feuille la valeur qui est représentée à l'écran. Vous pouvez écrire d'ailleurs le 001 avec 5 zéros, puis écrivez la valeur que ça vaut. Je vous donne la réponse dans un instant. Je pense que celui-là, il est facile, j'espère. Pour être certain qu'on parte du bon pied, est-ce que quelqu'un bloque sur celui-là? Puis j'ai besoin de le savoir de maintenant. On va passer au suivant par la suite.
C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, on a la valeur de celui-ci. Notre deuxième octet, il y a un changement, donc ça va être 001 avec 4 zéros puis un 1 à la fin complètement. Donc, combien vaut cette valeur-là? Vous écrivez l'octet en 0 et en 1, puis vous écrivez sa valeur en chiffre décimal tel que vous avez appris à compter depuis que vous êtes toute petite. Donc, les 1, on les additionne. On additionne ce qui est en dessous. Puis les 0, on n'y touche pas. En passant, les chiffres que je vous présente, la semaine prochaine, on va voir que je n'ai pas pris des chiffres au hasard. Il y a une raison pour laquelle j'ai choisi 32, 33. Je viens-tu de donner des réponses, moi? Puis on va voir pourquoi j'ai choisi les autres valeurs. Donc, le prochain octet que vous devez calculer est celui-ci. Si jamais vous êtes en train de vous dire c'est ben trop facile, ben, c'est parce que c'est moins compliqué qu'on pense en réalité. Et si je voulais faire des chiffres ou des nombres un peu plus complexes, ben là, je me questionnerais à chaque fois pour pouvoir savoir lesquels j'active, de quelle façon, puis lesquels je mets à 1, lesquels je mets à 0. C'est le troisième. Le quatrième s'en vient. Donc, le quatrième, c'est celui-ci. Donc, 0, 1, 1, 4 0 et 1, 1. Ça vaut combien? Vous écrivez ces 0 et ces 1-là et vous mettez votre valeur en décimale. Et le cinquième. Donc, le cinquième, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Donc, il y a 5 1 consécutifs. Puis, à la toute fin, il y a 1, 0, 1, 1 et 1, 0. Vous faites ce calcul-là. Je vous donne un indice. Il y a une façon longue de faire le calcul et il y a une façon très courte de faire le calcul. C'est la raison de celui-là. On va passer aux réponses. Donc, qui a une réponse pour le premier? La réponse était 32 parce que le 1 vaut 32, tous les autres sont à 0. Puisqu'ils sont à 0, j'ai mis les valeurs en gris. Il y a seulement mon 32 qui compte. Donc, c'est lui qui est la valeur. Alors, cet octet-là ici vaut 32 parce que le bit de 32 est allumé, il est à 1. Le deuxième que je vous avais donné, c'était 1 avec un 1 à la fin. Donc, 32 plus 1, ça nous donne une réponse de 33. Si vous avez répondu 33 au deuxième, vous avez eu bon. Le troisième, c'est 64 plus 1 à la fin complètement, donc 65. 65, si vous avez eu 65, vous aviez bon. Le quatrième, c'était ce 65-là et on activait le 1 ici pour 32. Donc, 64 plus 32, ça donne 96. Plus 1, ça donne 97. Et notre dernier, c'était tous des 1 sauf les deux zéros qui sont ici. On peut faire 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 2. Ça va nous donner 250. Mais la façon la plus rapide de le faire, c'est de dire, OK, s'ils sont tous à 1, c'est 255. Mais si j'enlève mon 1, ça va faire 254. Puis si j'enlève le 4, ça va faire 250. Donc, en réalité, je fais 255 parce qu'ils sont tous à 1. J'enlève mon 4, j'enlève mon 1, ça me donne 250. Est-ce que tout le monde avait bon pour les 5 réponses? Oui. Ça s'est bien passé? Donc, ça, c'est nos valeurs essentiellement pour pouvoir. C'est nos façons de calculer des nombres de 0 à 255. Il n'y a aucun chiffre entre 0 et 255 qu'on ne peut pas représenter avec ces chiffres-là. Et la semaine prochaine, on va voir ensemble notre ordinateur de quelle façon il va pouvoir faire des lettres. Comment il va pouvoir faire des tris, puis comment il va pouvoir faire la différence entre une majuscule et une minuscule, et ainsi de suite. On va voir ça ensemble la semaine prochaine. Les composantes de l'ordinateur sont les suivantes. Je vais passer assez rapidement parce que vous les avez souvent vues, je crois, mais si vous avez des questions, je vous encourage à me les poser au fur et à mesure. Ça va être
vos questions en réalité qui vont animer la discussion. La première composante, c'est le boîtier. Donc, l'ordinateur lui-même peut avoir un boîtier. Si on parle d'une tour, ici, je vous ai mis 4 tours. Je n'ai pas mis d'ordinateur portable, mais un ordinateur portable, c'est un boîtier qui est différent, tout simplement. Et puis, un iPhone ou un iPad ou une montre intelligente, bien, c'est une forme de boîtier, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un ordinateur en bonne et due forme, au complet. Vos téléphones actuels sont ultra puissants. On parle de milliers de fois plus puissants que les ordinateurs avec lesquels l'homme est allé sur la Lune dans les années 60. Donc, vous avez vraiment des bombes dans vos poches individuellement. À l'intérieur du boîtier, il va toujours y avoir une carte mère. Puis la carte mère, comme son nom l'indique, c'est la carte sur laquelle tout va venir s'installer. Donc, la carte mère, habituellement, elle est faite en fonction du boîtier parce qu'il faut qu'elle puisse être fixée à l'intérieur. Donc, c'est souvent des éléments qui vont aller ensemble. Puis, notre carte mère va souvent nous amener certaines contraintes. Par exemple, le nombre de cartes qu'on va pouvoir installer dessus, la mémoire qu'on va pouvoir lui mettre et ainsi de suite. Donc, elle va avoir certaines limites. Puis, parfois, on va pouvoir changer des composantes pour les mettre à jour, augmenter notre mémoire vive, par exemple. On va y revenir un petit peu plus tard, ou bien changer notre disque dur. Mais des fois, on va rencontrer une limite qui va être la carte mère elle-même. Puis là, on va dire, oui, mais cette carte mère-là ne peut pas de toute façon prendre plus que 8 gigs de mémoire vive. Elle n'est pas configurée, elle n'est pas construite pour pouvoir prendre plus que 8 gigs de mémoire vive. Donc, si je veux avoir 16 ou 32 gigs de mémoire vive, ça me prend une nouvelle carte mère. Quand on parle de changer de carte mère, on parle de changer l'ordinateur parce que la carte mère, c'est l'ordinateur au complet, c'est l'ordinateur sans son boîtier. Le microprocesseur, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand on avait notre petit modèle avec l'entrée-sortie, puis il y en avait un qui faisait le traitement, bien, le microprocesseur, c'est celui qui fait toutes les entrées-sorties. Dans le microprocesseur, il y a les 4 composantes de l'ordinateur qu'on a vu tantôt. Entrée, sortie, traitement, puis contrôle. Puis la mise en mémoire va se faire par le microprocesseur, mais va se faire à l'extérieur sur de la mémoire vive. Les microprocesseurs, vous avez 2 grandes familles de microprocesseurs. Il y a la famille de microprocesseurs Intel, puis la famille de microprocesseurs AMD. Pour bien vous aider à les distinguer ou à comprendre la différence entre chacun, les processeurs Intel, c'est des processeurs haut de gamme qui ont été initialement conçus pour des applications scientifiques et des grandes applications d'affaires. Intel cherche depuis plusieurs années, a introduit des microprocesseurs grand public, des microprocesseurs bas de gamme, comme par exemple le microprocesseur Celeron, qui a été très, très, très populaire, ou les Core i7, i5 qu'on a connus, qui sont vendus par Intel. C'est des microprocesseurs grand public. AMD, c'est un petit peu le chemin inverse. Au lieu d'être du haut de gamme, AMD, au contraire, c'est un microprocesseur qui a été conçu en pensant d'abord et avant tout au grand public. Puis eux ont fait un chemin inverse en construisant maintenant des microprocesseurs haut de gamme qui peuvent être utilisés dans des applications scientifiques. Donc, la question que vous devez vous poser quand vous achetez un ordinateur, c'est quelle va être la bonne puissance? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me prépare à juste aller sur le web, aller sur Internet? Est-ce que je vais utiliser des applications bureautiques qui demandent vraiment pas beaucoup de puissance de traitement comme tel? Ou si je me prépare à faire, par exemple, du montage vidéo en 4K avec des effets spéciaux, bien là, je vais avoir besoin de plusieurs processeurs, sans doute, qui vont être très puissants pour pouvoir faire mon traitement d'image très rapidement. La mémoire vive, si vous ouvrez un ordinateur, vous allez voir des espèces de bandelettes comme ça sur lesquelles il y a des petites puces. Les puces noires ici, ce sont des modules de mémoire vive. Puis la mémoire vive, bien, comme son nom l'indique, elle est vive, elle est dite volatile. RAM, c'est pour Random Access Memory. Puis, ce que ça veut dire volatile, bien, pensez à votre feuille Excel, OK, dans laquelle il y aurait des millions ou ici des milliards d'entrées ou d'adresses dans lesquelles on va mettre des informations en mémoire. Chaque fois, on va mettre juste une petite information dans chaque adresse. On va les mettre en mémoire dans votre grande feuille Excel. Puis là, s'il y a une panne de courant, votre feuille Excel s'éteint, il n'y a plus de données à l'intérieur, il n'y a plus rien. Donc, tous les zéros ou tous les 1 reviennent à 0 essentiellement, puis j'ai plus aucune idée des données ou des programmes qui étaient chargés. Ça, c'est de la mémoire vive.
En contrepartie, les ordinateurs ont aussi de la mémoire morte. La mémoire morte, c'est des espèces de petites chips comme celle-là qui est grossie beaucoup ici. Elle est vraiment très petite. Ça ferait environ 1 ou 2 centimètres de taille. Puis la mémoire morte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va contenir des informations de démarrage de l'ordinateur. Où sont mes disques durs? Où est ma mémoire? Où est mon processeur? Où sont mes périphériques? De quelle façon je communique entre tout ça et ainsi de suite. Donc, les programmes de base, les programmes les plus élémentaires de votre ordinateur sont inclus directement sur une chip qui est de la mémoire morte. Donc, elle ne change pas. Puis quand j'éteins l'ordinateur, le programme est encore à l'intérieur, les données sont encore à l'intérieur. Puis quand je vais redémarrer mon ordinateur, c'est la première composante qui va aller voir et vérifier, puis qui va mettre les autres composantes qui va les préparer à travailler en équipe, si vous voulez. La mémoire morte, pour votre information, peut être mise à jour. C'est une procédure qui ne devrait pas être faite par quelqu'un qui ne connaît pas ça. Puis c'est une procédure qui est quand même assez risquée parce que si on appelle ça flasher une mémoire morte. Si on flash une mémoire morte puis que la mise à jour se passe mal, ça se peut que la mémoire morte soit morte pour vrai et que dans certains cas, ça veut dire que notre ordinateur ou notre appareil n'est plus fonctionnel. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait idéalement laisser à des professionnels. Quand on va se parler des limites au niveau de notre soutien technique, jusqu'où on va, puis à partir d'où on laisse des professionnels travailler, ben pour moi, flasher une mémoire morte, c'est quelque chose qu'on devrait laisser à des professionnels ou faire un vendredi soir si on veut avoir bien du fun puis qu'on file pour lancer un 25 sous en l'air puis se dire « Ah, je pense que ça va bien aller ». Les disques durs, il y en a plusieurs modèles. Ici, je vous parle des disques durs internes seulement. Il y a des disques durs externes aussi. Les disques durs, si on recule d'une dizaine d'années, ou 10-20 ans, la plupart des disques durs étaient des disques durs IDE ou ATA. Ça se peut que vous entendiez encore ça aujourd'hui, ou ça se peut que parfois vous voyez l'espèce de gros ruban large comme ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits trous. Ça, c'est une interface IDE ou ATA. Donc, c'est des disques durs qui étaient avec des plateaux rotatifs, puis il y a une tête ici qui bouge, puis c'est tout magnétique et la tête va lire les informations qui sont enregistrées de façon magnétique sur les différents plateaux. Alors, étant donné que ce sont toutes des pièces amovibles qui tournent à 5400 tours ou 7200 tours ou 10 000 tours minute, ben ça se peut qu'il y ait éventuellement des désalignements, ça se peut qu'il y ait des corruptions. Donc, les disques durs étaient sujets à beaucoup, beaucoup de bris à l'époque et c'était pas rare d'avoir une panne ou d'avoir un disque dur qui se désalignait puis qui devenait corrompu puis dont les données étaient plus lisibles. Ces disques-là étaient surtout susceptibles au choc. Si on cogne un disque dur de cette époque-là, ben la tête peut bouger puis les données voudront plus rien dire. Les disques SATA, c'est des disques, le gros ruban que vous voyez ici, c'est un tout petit ruban maintenant. La plupart des disques durs amovibles que vous connaissez aujourd'hui sont des disques SATA. Ici, c'est un disque dur de 1 TB, ça veut dire 1 terabyte, donc 1 teraoctet ou 1000 gigaoctets, comme on l'a vu tantôt. Et ce qui est de plus en plus à la mode ou de plus en plus recherché sur les ordinateurs portables, ce sont de tout petits disques durs qui sont à peu près de la grosseur d'une carte de crédit, un petit peu plus épais par contre. Empiler 5-6 cartes de crédit une par-dessus l'autre, puis vous avez un disque SSD. C'est Solid State Drive. Puis ce qu'il y a à l'intérieur d'un disque dur, vous vous souvenez tantôt de notre mémoire morte comme ça, ou bien les petites chips noires comme ça. Ça se trouve à être des chips noires comme celle-là qu'il y a à l'intérieur d'un SSD. Donc, il n'y a aucune pièce amovible. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'éléments magnétiques. Tout est dans des chips magnétiques. Ça fonctionne un peu comme les petite carte flash. J'aurais dû en mettre une à l'écran. Je n'ai pas pensé. Je devrais enrichir peut-être la diapositive avec ça. Mais si vous avez des petites cartes SD que vous entrez dans des appareils photo, ces cartes SD-là, c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve multiplié sur un disque SSD. Donc, aucune pièce amovible. C'est ultra rapide. Un ordinateur peut démarrer en quelques secondes au lieu de quelques minutes et c'est beaucoup, beaucoup moins sujet au bris parce que s'il y a un choc, bien évidemment, il n'y a pas une tête qui risque de se désaligner. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au disque dur? Ou les éléments qu'on a vus avant, la RAM, la ROM, le microprocesseur? Marc, j'ai juste une petite question. Je peux me permettre, oui? Ça va?
Oui, Tu sais, les disques SSD, là, souvent, c'est moins, on peut stocker une moins grande quantité d'informations dessus, sont plus petits. Tu oui, sais, un TO, par exemple, ou est-ce que exact. pourquoi c'est pas encore élevé comme C'est une question de miniaturisation. Donc, en gros, les petits blocs noirs qu'on voit ici sont relativement limités en taille. Puis la seule façon d'augmenter la capacité du disque dur, il y a deux façons. C'est soit augmenter la capacité de chaque petite puce noire ou d'augmenter le nombre de puces. Évidemment, si j'augmente le nombre de puces, ben à ce moment-là, je grossis mon disque dur. Je peux réduire la taille de mes puces ou bien augmenter leur capacité et ainsi de suite. Étant donné qu'on est dans de la mémoire flash, en quelque sorte, ben c'est une miniaturisation qui est très coûteuse. Donc, il y a des disques SSD qui sont très gros aujourd'hui, qui sont de plus en plus gros comparé au moment de leur introduction. Les premiers disques SSD étaient tout petits. On installait juste le système d'exploitation, puis souvent, il y avait un disque dur ordinaire à côté. Il y a même des Mac qui ont été lancés. Il y a une série de Mac qui a été lancée avec un système hybride où est-ce qu'on avait des disques rotatifs comme ça avec des disques SSD pour le système d'exploitation. Plus le temps avance, comme dans tout, les disques durs ici tendent à être de moins en moins chers. Les disques SSD tendent à être de moins en moins chers et on est capable maintenant d'avoir des disques SSD avec 500 gigaoctets ou 1 teraoctet de capacité en SSD, ce qui est à la fois ultra rapide et avec une grande capacité, au lieu d'avoir le dilemme qu'on avait avant d'avoir une petite quantité, mais ultra rapide. C'est pour ça qu'on installait le système d'exploitation dessus, puis on mettait toutes les données sur un disque amovible. OK, merci. À pièce amovible, je devrais dire. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Puis les coûts font en sorte, en réalité, les disques c'est possible d'en avoir, mais c'est le coût à un moment donné. Si on regarde la même quantité de données sur un disque comme le disque SATA, je ne devrais plus aller au IDEA ou ATA, là, il n'existe plus, mais si on regarde la même quantité, un teraoctet comme ça ici va coûter, faudrait que je me remette au courant là, des différents prix, mais sans dire de bêtises, là, ça peut être, mettons, une soixantaine de dollars pour quelques teraoctets. Puis ça va être quelques centaines de dollars pour la même quantité sur un SSD. En fait, tantôt, on le fera dans notre jeu. On ira voir et comparer des dimensions ou des capacités semblables en SSD et en SATA pour voir où on est rendu aujourd'hui en 2020. Ouais. Les cartes d'extension et les cartes filles, on peut brancher sur notre carte mère des cartes d'extension qui vont nous permettre de lui donner plus de capacité qu'elle n'a pas à la base. Je vous donne un exemple. Ici, on a une entrée, par exemple, de câble. Donc, ça peut être une carte pour recevoir de la télévision et d'enregistrer nos émissions de télévision sur un disque dur. Ben, à ce moment-là, ça nous prend une carte pour entrer le câble, puis cette carte-là va faire le traitement, va lire le signal du câble, va le numériser, puis va permettre de l'enregistrer sur un disque dur. Donc, ça va être le rôle d'une carte d'extension de faire ces choses-là. Ça va être des tâches qui vont être très, très, très spécialisées. Je vous reviendrai sur la notion de carte fille parce que pour moi, j'ai toujours utilisé ces deux termes-là comme des synonymes jusqu'à aujourd'hui en préparant cette diapo-là. Tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'ils ont fait une distinction entre les cartes d'extension et les cartes filles. Pour nous, je pense que le plus facile, ça va être de les considérer comme des synonymes quand même. Sachez que ce n'est pas exactement synonyme. Il y a une différence entre les deux, mais je reviendrai avec la précision, puis on verra si ça vaut la peine pour nous ou si c'est juste trop de détails. Mais l'important, c'est que c'est des cartes mères et des cartes filles. On voit ici l'importance du rôle féminin. Oui, exactement. Il n'y a pas de carte père, puis il n'y a pas de carte fils. Ouch. Merci. Les périphériques d'entrée. Donc, il y a plusieurs périphériques d'entrée et là, je vais commencer à manquer de petites images. Alors, c'est les choses que je vais vous illustrer dans les prochaines heures avant de vous rendre la présentation disponible. Mais les périphériques d'entrée pensez à tout ce qui vous permet de rentrer des données dans votre ordinateur. Donc, le clavier sera évidemment la première chose à laquelle on va penser. Donc, le clavier permet d'entrer des données dans l'ordinateur. La souris et les pavés tactiles. Donc, notre pavé tactile, c'est là où on bouge notre doigt pour pouvoir faire bouger la souris. En ce moment, je bouge ma souris avec mon doigt sur le pavé tactile au lieu de la souris.
j'ai dit la souris, je la bougeais, mais enfin mon pointeur, je devrais dire. Les tablettes graphiques, c'est une espèce de crayon qui va nous permettre de dessiner sur une tablette de plastique qui, elle, va recevoir un peu comme un pavé tactile, va recevoir les signaux, puis ça va nous permettre de dessiner dans une application comme Illustrator ou même dans PowerPoint, qui va nous permettre de dessiner des formes, de dessiner des traits, et ainsi de suite. Puis on va pouvoir, dans des applications spécialisées, on va pouvoir atteindre un degré de précision qui est équivalent à une vraie toile. La caméra, évidemment, la caméra que vous utilisez en ce moment pour faire la vidéoconférence ou celle que moi j'utilise, c'est un mécanisme d'entrée. Le microphone, donc je vous parle en ce moment à l'intérieur à travers un microphone qui va numériser, la carte de son va numériser ma voix puis va l'envoyer sur le web. Le numériseur qui va nous permettre de numériser des pages, des feuilles, des pages des articles de magazines, par exemple, ou autres, des lettres qu'on aurait reçues. Si on veut, par exemple, dématérialiser notre bureau, ce qui est très, très, très à la mode aujourd'hui, bien, chaque pièce de papier qui va rentrer dans le bureau va d'abord être numérisée, classée selon un bon système d'archives que vous avez appris dans votre système de classement de l'information. Ou quel est le nom du cours exact? Gestion de la documentation, je crois. Gestion documentaire? C'est gestion documentaire. Gestion documentaire. Donc, le numériseur va être essentiel pour pouvoir dématérialiser notre bureau puis faire en sorte que je puisse partager facilement un document ou le rendre accessible à toute mon équipe au lieu d'avoir une lettre qui est prise dans un dossier ou dans un classeur papier. Puis la carte réseau, on va la revoir tantôt parce que la carte réseau, bien, par définition, le réseau ou Internet va nous permettre d'envoyer de l'information puis va nous permettre de recevoir de l'information. Donc, quand on reçoit, on est en mode d'entrée, puis quand on envoie, on est en mode de sortie. Donc, c'est aussi un mécanisme d'entrée-sortie. Le clavier, j'aurai des images qui vont suivre. La souris, les pavés tactiles, je vais les refaire. Je repasse à travers rapidement. Les périphériques de sortie, il y en a d'autres, mais les trois plus importants, notre écran, évidemment, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est de la sortie. L'imprimante qui va nous permettre d'imprimer, puis des documents, puis la carte réseau, comme je viens de le mentionner, qui nous permet d'échanger de l'information en entrée et sortie. Les disques durs peuvent être considérés comme des mécanismes, je devrais les mettre ici. Les disques durs peuvent aussi être considérés comme des mécanismes d'entrée et sortie. Quand je lis ce qui est déjà sur mon disque dur, c'est de l'entrée. Puis quand j'enregistre, c'est de la sortie. Il faut penser à notre disque dur. Les entrées-sorties, il faut toujours penser, se mettre à la place du microprocesseur. Dans notre petit modèle de tantôt, le petit modèle théorique, là, c'est notre microprocesseur en réalité qui reçoit les entrées et les sorties. Donc, il peut les recevoir d'un disque dur. Il peut les recevoir d'un disque dur externe, un disque USB par exemple. Il peut aussi les recevoir à partir d'une carte réseau et ainsi de suite. L'écran, donc l'imprimante, puis notre carte réseau. Les logiciels, il y a 4 grandes familles de logiciels. La première famille, c'est les systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation, c'est celui qui fait en sorte que votre ordinateur fonctionne. Donc, quand vous êtes dans Windows, vous êtes dans le système d'exploitation Windows. La petite anecdote que je vous ai donnée la semaine dernière avec l'ordinateur de Eve, sur lequel j'ai installé Linux, elle n'a plus Windows sur son ordinateur, c'est dorénavant Linux qui est son système d'exploitation. C'est le système d'exploitation qui va déterminer quelles applications je peux installer, puis avec quoi je peux travailler, quels programmes je peux installer, puis lesquels je ne peux pas installer. Les logiciels de développement ne nous concernent pas nous, ils concernent les gens qui développent des applications. Donc, les logiciels de développement vont essentiellement prendre du code informatique lisible en anglais ou presque, qu'on va pouvoir traduire en code machine, puis la machine va interpréter ce code-là pour pouvoir nous permettre d'utiliser une calculatrice, un bloc-notes, un traitement de texte ou un tableur comme Excel. Les logiciels d'application courante, c'est les logiciels que nous, on utilise. Pensez à votre suite Office puis votre navigateur. C'est notre logiciel qui est vraiment notre logiciel de productivité. Donc, c'est le logiciel qui est le logiciel payant pour l'entreprise. Avoir un système d'exploitation ou avoir un logiciel de développement, ce n'est pas nécessairement payant pour l'entreprise, sauf évidemment si vous vendez des programmes, mais le logiciel d'application que les gens vont utiliser pour traiter des données vont leur permettre de traiter des données plus rapidement, puis d'être plus productifs, puis de sauver des sommes considérables d'argent.
Finalement, on a des logiciels utilitaires. On va en voir quelques-uns ensemble pendant la session. Les logiciels utilitaires, c'est des logiciels avec lesquels, moi je le résume souvent comme ça, c'est des logiciels avec lesquels on ne jouerait pas nécessairement le vendredi soir ou on n'aurait pas beaucoup de plaisir à jouer avec. C'est des logiciels qui ont une tâche très, très, très précise qui vont nous permettre de faire une chose de façon spécialisée. Pensez notamment à un antivirus, par exemple, ou à un logiciel qui nous permettrait de diviser un disque dur en 2 partitions. Bien, ça va être un logiciel utilitaire. Ce n'est pas un logiciel d'application courante que je vais utiliser tous les jours. C'est un logiciel utilitaire que je vais prendre pour une tâche vraiment très précise. Ça nous amène à mon prochain jeu qui est acheter un ordinateur. J'aurais besoin de votre... je peux diviser le groupe en équipe de 2. C'est un jeu d'environ une dizaine de minutes qui consiste à aller sur le web et d'aller magasiner des ordinateurs sur Dell, sur Acer, sur Best Buy et ainsi de suite. Donc, aller voir des configurations d'ordinateurs puis retrouver les composantes qu'on vient de voir au niveau du microprocesseur, de la mémoire vive, des disques durs et ainsi de suite. Puis de se poser des questions par rapport aux quantités, aux capacités et ainsi de suite, puis voir un peu les différences pour être capable de les comparer. OK. C'est bon? Perfect. Merci. Faites une belle semaine. Bye bye. À la semaine prochaine.